Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur comment rédiger un article scientifique. Mais avant de commencer, je vais remercier infiniment le studio Benoît Alou pour nous avoir confectionné ce joli logo que vous voyez sur l'extrémité gauche de nos diapositives. Donc, pour commencer cette présentation, nous allons commencer à faire tout naturellement de la technique de persuasion avec l'image de ce grand joueur connu de tout le monde. Tout d'abord, on dit que le travail est un gage de succès. Et enfin, nous voyons Messi avec ses multiples ballons d'or qui sont le fruit d'un investissement physique et d'un investissement intellectuel et qui montrent que effectivement le travail est un gage de réussite. Nous allons commencer à répondre à la question pourquoi publier? Pourquoi publier? Pourquoi rédiger des articles? Mais avant de commencer, je dirais que la publication semble être une source d'angoisse ou une épreuve insurmontable pour beaucoup de jeunes chercheurs. Pourtant, un article n'est ni plus ni moins que le fruit d'un travail méthodique. Cela veut dire que si j'ai la méthode, je pourrais écrire un article. Donc à partir d'aujourd'hui, plus de pipi, plus de papa, plus de maman. Tout le monde doit pouvoir, à partir de son année de master, rédiger un article. Parce que dès lors que nous allons vous offrir la méthode, il suffit de suivre la méthode et vous y arriverez. Donc, les réviseurs utilisent ces critères afin d'apporter leur avis pour que le manuscrit soit accepté ou qu'il soit refusé. Il faut dire que la publication a d'abord un rôle promotionnel pour les auteurs et les co-auteurs. En effet, c'est un élément déterminant de la reconnaissance par la communauté. Et nous connaissons tous la célèbre phrase « publish or perish ». Plus vous publiez, plus vous êtes connu, plus vous avez un indice H qui est rehaussé, plus vous participez à des congrès, plus vous êtes connu dans les sphères des scientifiques et vous avez la probabilité de lever de fonds. Il y a aussi la nécessité de confronter nos pratiques à celles de la communauté scientifique afin de savoir ce que nous faisons dans notre laboratoire, s'il est comparable ou s'il est acceptable dans les autres laboratoires. Il faut dire aussi que la publication joue un rôle pour la promotion de l'institution. En effet, il y a des institutions qui sont très connues, si bien que dès lors que vous évoquez leur nom, on sent que c'est du sérieux. Si vous dites l'Institut Pasteur de Paris, si vous dites le CDC Atlanta, si vous dites le Centre de recherche médicale et sanitaire de Niamey, c'est connu. Il faudrait dire aussi que la publication rentre dans le cadre de la formation continue et de l'enseignement. Donc, à travers la publication, on crée de la connaissance. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, si on parle d'un nouveau pathogène, Bactréma obamae, c'est une bactérie qui a été découverte tout récemment aux États-Unis. Et comme celui qui a financé l'étude, c'était l'ancien président Barack Obama, on a décidé de donner à cette bactérie le nom de Bactréma obamae. Lorsque je vous parle du SARS-CoV-2, eh bien, c'est l'agent causal responsable de la COVID-19 qui a été mise en évidence en 2019. Lorsque je parle des techniques d'extraction d'ADN par le phénol chloroforme, lorsque je parle de la technique de RSA ou bien des outils de diagnostic du choléra, du méningite, ou lorsque je vous parle de Zika, tout ça, ce sont des nouvelles pathologies. Donc, on enrichit la connaissance. Parlons à présent des différents types d'articles. Il faut dire qu'il y a plusieurs types d'articles. Il y a l'éditorial, la lettre à l'éditeur, l'article original, le case report qu'on appelle le fait clinique ou le fait biologique. Il y a la revue générale, il y a le livre, il y a le chapitre de livre, il y a la thèse, il y a les mémoires et il y a les présentations à un congrès scientifique.
À présent, je vais prendre chacun de ces types d'articles pour dire un mot afin que les uns et les autres comprennent de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que l'éditorial? L'éditorial se trouve le plus souvent à la première page d'une revue. Il a pour but d'exprimer une opinion sur un sujet précis et d'actualité, même si ce sujet est controversé. L'éditorial ne doit pas dépasser une seule feuille et 5 références. Il peut être sollicité par la rédaction, mais il peut être aussi soumis spontanément par un scientifique. Qu'est-ce que c'est que la lettre à la rédaction? Elle permet à l'auteur de publier rapidement un fait ou des résultats préliminaires afin de prendre date. En effet, vous travaillez sur un thème, mais aussi d'autres laboratoires peuvent travailler sur le même thème. Et bien, si vous avez fait une observation qui est très importante, vous pouvez la publier rapidement afin que vous ayez la paternité de l'événement pour que quelqu'un d'autre ne découvre pas cela. Et vous prenez rendez-vous pour revenir après avec des informations beaucoup plus complètes. La lettre à la rédaction permet aussi d'attirer l'attention des lecteurs sur un fait précis, de donner un commentaire sur un article déjà publié ou de délivrer à ce propos une expérience personnelle. La lettre à l'éditeur, elle comporte le plus souvent 2 à 4 feuilles, 5 références bibliographiques, 1 à 2 tableaux ou figures. La lettre à l'éditeur n'est pas soumise à une lecture critique. Son acceptation ou son refus ne dépend que du rédacteur en chef. À présent, qu'est-ce qu'un article original? Un article original apporte des informations obtenues à partir d'une étude clinique ou bien à partir d'une étude faite dans un laboratoire. L'article original comporte environ 10 à 15 feuilles sans les tableaux et les figures. Et la particularité de l'article original, c'est qu'il a une structure IMRAD. Autrement dit, introduction, méthodologie, résultat, en discussion. Voilà la structure de l'article original. Qu'est-ce qu'un fait clinique ou un fait biologique? Ce que nous appelons en anglais case report. Il permet de publier une ou plusieurs observations originales, bien documentées, mais réduites à l'essentiel et qui a une valeur didactique. En effet, si les écoles médicales ont pu prospérer, c'est parce que régulièrement les gens rapportent les observations cliniques qu'ils ont eu à faire dans le cadre de leur exercice. Le fait clinique ne dépasse pas 7 feuilles, 10 références, 1 à 2 tableaux ou figures. Toutefois, la structure du fait clinique n'est pas la structure IMRAD, mais c'est la structure suivante. Le fait clinique comprend l'introduction, le patient ou le matériel lorsqu'il s'agit d'un fait biologique, les résultats, la discussion et la conclusion. À présent, parlons de la revue générale. La revue générale, elle a pour but de faire le point exhaustif sur un sujet d'intérêt général. Je peux faire, par exemple, la revue générale de l'infection au SARS-CoV-2. La revue générale ne comporte pas plus de 20 feuilles et 100 références bibliographiques. Donc, vous voyez dès ici que la revue générale, cela suppose qu'on a assez lu, qu'on a assez du recul. La revue générale peut être sollicitée soit par le comité de rédaction, soit soumise spontanément par un auteur. La mise au point. La mise au point, elle est destinée à actualiser les connaissances sur un sujet plus limité. En effet, on a beaucoup publié sur l'infection au SARS-CoV-2. Je peux décider de faire une mise au point afin de dire finalement, voilà l'essentiel. Et que les opinions qui ne font pas l'unanimité, on les laisse de côté pour dire finalement, voilà la situation, voilà le point. À part quelques références essentielles, la littérature utilisée est celle des 5 dernières années. Eh bien, dès qu'on dit faire une mise au point, donc ce sont les données ou les informations les plus actuelles qu'il faut rapporter. Parlons à présent de la revue systématique. C'est une recherche exhaustive et la synthèse critique de toutes les études répondant à une question. Je peux demander de faire la revue systématique de l'efficacité thérapeutique de l'artéméter-lumefantrine ou la revue systématique de l'efficacité de l'artésunate amodiaquine. La revue systématique suit une démarche rigoureuse au cours de laquelle on va faire une recherche exhaustive des études portant sur la question. Il faut justifier le choix de ces études. Il faut évaluer la qualité méthodologique de ces études et enfin faire la synthèse des résultats. Il y a la méta-analyse.
Une méta-analyse, c'est une analyse secondaire des bases de données des études primaires. En effet, une méta-analyse, c'est une analyse statistique des résultats quantitatifs si les études de la revue systématique sont assez semblables ou assez similaires. Cela suppose, il faut avoir les bases de données et il faudrait avoir l'autorisation du principal investigateur, car sans son accord, vous n'aurez pas accès à la base de données. Maintenant qu'on a fait le point des différents types d'articles, on va essayer quand même de faire un peu de définition afin que les gens comprennent les concepts lorsqu'on parle de publication. On va répondre à la question suivante, faudrait-il publier, ou bien dans quelle revue faudrait-il publier? Dans quelle revue faudrait-il publier? Il faut savoir que lorsqu'on publie, c'est pour partager ses connaissances. C'est pour que ses confrères sachent ce que vous faites. C'est pour la promotion de votre travail. Donc, tout naturellement, il faut publier dans une revue qui a une large audience. Il faut publier dans un journal de la spécialité plutôt que le journal, un journal qui est généraliste. La langue de la science, c'est malheureusement l'anglais. Même les Français publient en anglais. Donc, tout naturellement, il faut publier dans une revue en anglais plutôt que de publier dans une revue française. Il faut aussi publier dans une revue qui a un impact facteur élevé. Et il est préférable de publier dans une revue indexée ou une revue à comité de lecture que de publier dans une revue qui est non indexée. À ce niveau, nous aurons l'opportunité de parler des revues prédatrices qu'il faut tout faire pour éviter. Qu'est-ce que c'est que l'impact facteur? Nous entendons chaque fois parler de l'impact facteur d'un journal ou d'une revue. L'impact facteur d'une revue, ce n'est ni plus ni moins que le nombre de citations des articles de cette revue sur une période de 2 ans divisé par le nombre d'articles publiés par la revue au cours de ces 2 ans. Donc, comme au numérateur, c'est le nombre de citations, donc une revue qui a un impact facteur élevé, ça veut dire que c'est une revue qui est fréquemment citée. Et par conséquent, ça veut dire qu'elle est une référence. Donc, c'est un indicateur qui permet d'évaluer l'importance de la revue. Parlons à présent de l'indice H ou du H-index. De la même façon que l'impact facteur permet d'évaluer les revues, eh bien, le H-index permet d'évaluer les scientifiques et leur impact. Donc, cet indice, il a été suggéré en 2005 par George Hirsch pour évaluer les chercheurs. Il a pour but de quantifier la productivité scientifique et l'impact d'un scientifique en fonction de la citation, je répète bien, de ses publications. Un chercheur a un indice H lorsqu'il a H articles qui ont été cités au moins H fois. Donc, ça veut dire que plus vos articles sont cités, plus vous avez un H-index qui est élevé. Et moins vous êtes cité, moins vous êtes impactant, moins vous avez un H-index élevé. Qu'est-ce qu'une revue indexée? Nous entendons parler de ce terme. Une revue est dite indexée lorsqu'elle est répertoriée dans une base d'indexation sur la base de la qualité de son édition. En effet, il y a une base d'indexation dans laquelle on peut indexer les revues selon leur qualité. Donc, ça veut dire que lorsque la revue est indexée, elle est plus importante qu'une revue qui n'est pas indexée. Et tout naturellement, nous recommandons aux uns et aux autres de publier dans une revue indexée plutôt que dans une revue qui n'est pas indexée, même si elle a un comité de lecture. OK? Et surtout, dans le cas de l'évaluation du CAMES, eh bien, c'est un critère très important. Il faut publier dans les revues indexées. Il faut aussi dire qu'il y a plusieurs bases d'indexation selon la matière. Il y a des bases d'indexation pour les revues médicales, pour les revues biologiques, pour les revues de mathématiques, de la géologie, de la physique. Mais aussi, il y a des bases d'indexation mixtes. Autrement dit, des bases d'indexation, vous allez trouver aussi bien des revues médicales, biologiques, scientifiques, physiques, géologie et autres.
Par exemple, si je prends Scopus, c'est une base d'indexation mixte. Si je prends Web of Science, c'est une base d'indexation mixte. Si je prends PubMed, c'est une base d'indexation purement médicale. Si je prends CASI, c'est une base d'indexation mixte. Qu'est-ce qu'un réviseur? Ce que nous appelons en anglais un reviewer. Les réviseurs font une lecture critique et aident l'éditeur en chef ou le comité éditorial à avoir une décision sur un article. Le réviseur, il est choisi sur la base de ses compétences. Vous verrez le plus souvent que ce sont des vieillards qui ont roulé leur bosse. Ils sont le plus souvent des membres du comité de lecture, c'est ce qu'on appelle l'editorial board. Ils peuvent être aussi choisis au hasard par le rédacteur en chef, mais ils peuvent être aussi proposés par l'auteur. Dans tous les cas, il faut garder que l'arbitre a toujours raison. Lorsqu'un réviseur fait une critique sur votre manuscrit, vous avez l'obligation de l'accepter. Si vous voulez continuer à publier dans la revue, sinon, vous êtes obligé d'aller voir ailleurs. Il y a aussi ce qu'on appelle la barrière du secrétariat, c'est la barrière de la politique rédactionnelle. C'est la première lecture, elle est faite par l'éditeur en chef. Dès qu'il reçoit un manuscrit, il le lit pour voir si c'est conforme à la politique rédactionnelle. Et c'est le lieu le plus souvent d'avoir les clashs. Si vous soumettez votre article aujourd'hui et demain vous recevez une réponse, le plus souvent on vous dira que ce n'est pas conforme à la politique rédactionnelle de la revue ou bien vous n'avez pas respecté les instructions aux auteurs. Quels sont les préalables à une publication? Avant de publier, il faut vérifier la liste des auteurs. Il faudrait aussi avoir leur approbation. Le refus de leur approbation peut retarder, sinon même annuler une publication. Il faut se repartir les tâches, les sections du manuscrit entre les différents auteurs et co-auteurs. Il faut choisir la revue dans laquelle vous allez publier. Il faut consulter des exemplaires de la revue afin de voir comment est-ce qu'ils présentent leur manuscrit et ne pas être très loin du standard de la revue. Il faudrait définir un échéancier, sinon vous allez procrastiner. Il faut vous fixer un deadline. Il faut assembler l'ensemble des références bibliographiques, mais aussi il est important aussi deux fois de sauvegarder les étapes précédentes, ce qui vous permet, lorsqu'on vous demande quelque chose qui est déjà fait, de dire, ah, dans les sauvegardes, je peux avoir ce qu'on me demande. À présent, venons à la question essentielle, autrement dit, comment rédiger un article scientifique. Pour rédiger un article scientifique, il faudrait aller au niveau du site de cette revue pour chercher ce qu'on appelle les instructions aux auteurs, ce qu'on appelle en anglais the author guideline. En effet, chaque journal a des instructions qu'il faut forcément respecter. S'ils disent qu'ils exigent la casse Times New Roman, vous serez obligé de la respecter. S'ils disent qu'ils exigent la police 12, vous serez obligé de la respecter. S'ils disent interligne simple ou interligne double, vous serez obligé de respecter. S'ils disent les tableaux et les figures en dehors du texte ou dans le texte, vous serez obligé de respecter. S'ils disent la soumission se fait en ligne sur une page web ou bien par courriel, vous serez obligé de respecter. Donc, c'est la première des choses. Il faut aller chercher les instructions aux auteurs et s'y conformer. La deuxième chose, c'est la structure du manuscrit. Le manuscrit a une structure IMRAD. Autrement dit, la structure introduction, méthodologie, résultat and discussion. Donc, dans l'introduction, on répond à la question « Quelle est la question scientifique qui est posée ?» Dans la méthodologie, on répond à la question « Comment va-t-on répondre ?» Dans les résultats, qu'avons-nous trouvé? Et enfin, dans la discussion, quel est le sens des résultats que nous avons obtenus? Donc voilà les 4 parties de la structure IMRAD et les questions correspondant à la structure IMRAD. À présent, prenons un article quel qu'il soit et suivons-le du début à la fin afin que nous voyions les différentes parties d'un article. Prenez un exemple. Prenez un article, s'il vous plaît.
On commence tout d'abord dans l'article, on commence par le titre. Le titre, c'est la partie la plus lue de l'article. Le titre doit stimuler l'intérêt, il doit stimuler la curiosité de l'auteur. Il faut dire qu'un titre doit être court et succinct, le plus souvent 12 à 15 mots. Mais un titre, il doit être aussi informatif. Autrement dit, les mots les plus forts en position forte. Dans la méthodologie de rédaction d'un article, on avait dit qu'un titre doit parler de la question, de la cible, du lieu et de la période ou la date. Le titre, un titre, il doit contenir l'objectif du travail et il doit être spécifique. À ce titre, je vais vous donner deux exemples de titres et nous allons les discuter. Mais rappelez-vous que le choix du mot du titre est stratégique parce que les mots du titre vont faire en sorte que lorsqu'on fait une recherche grâce à un moteur de recherche, que votre article puisse être pioché, qu'il puisse être lu et qu'il puisse être référencé. Ce qui va augmenter votre H-index. Il faut dire que dans un titre, il n'y a pas d'abréviation. Dans un titre, on peut avoir un sous-titre, mais le plus souvent, il faut éviter les sous-titres. Et enfin, il faut éviter d'avoir un titre très long, très savant. Nous sommes des scientifiques, notre objectif c'est de faire passer une information. L'objectif n'est pas de faire ni de la logorée, ni de la phraséologie. Ça, on le laisse à nos amis philosophes ou littéraires. Je vais vous donner, comme je le disais tantôt, deux exemples. Le premier, c'est le traitement des ulcères par l'oméprazole chez les malades. Mais quel ulcère? Mais quel malade? Par contre, lorsque je dis l'efficacité de l'oméprazole dans le traitement des ulcères duodénaux, à ce niveau, on sent que on sait de quel type d'ulcère il s'agit et on sait de quel médicament il s'agit et on est en train d'évaluer son efficacité. Deuxième exemple, action des antibiotiques sur les bactéries. Mais quel antibiotique? Mais quelle bactérie? Ce n'est pas spécifique. Mais lorsque je dis action de l'association pénicilline plus acide clavulanique sur Fusobacterium necrophorum, là c'est plus spécifique parce que, nous savons quel est l'antibiotique, c'est un antibiotique associatif, la pénicilline plus l'acide clavulanique, et on veut voir son efficacité sur quel type de bactérie, plus précisément sur le Fusobacterium necrophorum, la bactérie ou le germe de la nécrose. Après le titre, qu'est-ce qu'il y a? Après le titre, il y a la liste des auteurs et des co-auteurs. Il faut mettre la liste complète de tous les auteurs. À ce niveau, la chose la plus importante, c'est de dire quelles sont les positions les plus importantes, ce qu'on appelle les rangs utiles. Il y a 3 rangs utiles. Le premier auteur, le deuxième auteur, le troisième auteur, selon l'importance de l'investissement dans la réalisation de l'étude. Et enfin, il faut dire que le dernier auteur est celui qui est réservé le plus souvent aux plus anciens, celui qui a fini sa carrière, autrement dit, celui qui est le coach, si vous voulez, ou bien celui qui est le responsable du laboratoire, ou celui qui est le directeur de recherche ou le chef de l'unité. Autrement dit, le plus souvent, c'est le professeur ou le directeur de recherche ayant fini sa carrière et qui en train de faire avancer des jeunes. Cela prouve que vous avez une équipe. Dans certains systèmes d'évaluation comme le réseau Pasteur, si vous avez beaucoup d'articles où vous êtes en dernière position, ça veut dire que vous avez un rang où vous pouvez aspirer à l'habilitation à diriger des travaux de recherche. Il faut dire que le positionnement peut deux fois être l'objet de tiraillements, de litiges. À ce titre, il est deux fois très important de décider de l'ordre de l'auteur avant même de commencer le travail. Ce qui fait que si vous dites que vous voulez être le premier auteur, vous savez le travail qui vous attend. Ah oui, il faut éviter qu'à la fin, pour dire rajouter mon nom ou bien parler des auteurs politiques, si on peut le dire. Il faut aussi dire que pour être auteur, il faudrait participer, à la détermination des hypothèses de l'étude, à la conception du projet, à l'analyse et à l'interprétation des résultats, et enfin à une rédaction significative du manuscrit. Le fait de financer une étude ou le fait de participer à la collecte des données ne font pas de vous un auteur. C'est très important de le savoir.
Après les auteurs, ce qui vient, c'est l'affiliation. Autrement dit, les institutions dans lesquelles se trouvent ceux qui ont publié. Donc, il faut mettre l'adresse complète de toutes les institutions d'affiliation. Le nom de l'institution, la boîte postale, le téléphone et le mail des auteurs. Après cela, c'est le résumé qui vient, ce qu'on appelle en anglais l'abstract. L'abstract est la partie la plus lue après le titre. L'abstract comporte environ 250 à 300 mots selon les revues. Il faut utiliser des phrases simples, sujet, verbe, complément, une idée par phrase et dans le résumé, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de figure, il n'y a pas de tableau. Le résumé comprend 4 parties. 1. Quel est le but du travail? Autrement dit, pourquoi cette étude est faite? 2. Quelle est la méthodologie? Dans la méthodologie, il faut parler de la typologie de l'étude, de la technique utilisée et de l'analyse biostatistique. Les résultats, il faut porter les résultats stricts sans les discuter. Et enfin, la conclusion, elle doit répondre à la question posée par l'article. Le temps qui est utilisé dans le cadre de la rédaction d'un abstract est le passé. Donc, à présent que je vous ai donné la structure d'un résumé d'un abstract, il suffit de prendre et de répondre à ces questions et bien vous aurez votre résumé. Nous avons brisé la glace. Après le résumé, il y a les mots-clés. Il faudrait 3 à 5 mots-clés et ces mots-clés, ils sont aussi stratégiques. Ils doivent être essentiels et judicieusement choisis pour la simple raison qu'ils interviennent dans l'indexation. Autrement dit, ils doivent être à même d'être repérés par les moteurs de recherche afin que votre article soit retrouvé lors des recherches. Après cela, il y a l'introduction. Il faut dire que l'introduction, elle a 2 fonctions essentielles. 1, elle annonce quelle est la question scientifique qui est posée. Et 2, elle expose les raisons de cette étude. Il faut dire aussi que l'introduction, elle a un rôle mercatique. Autrement dit, elle a un rôle de marketing. Son objectif, c'est de faire vendre. Donc pour cela, votre introduction doit être claire, elle doit être précise. Il faudrait qu'il y ait assez de références dans votre introduction, mais pas trop. Le plus souvent, l'introduction est structurée en 2 grandes parties. 1, c'est le contexte. 2, c'est le but du travail. L'introduction doit répondre au moins aux questions suivantes. 1, la question quoi? Autrement dit, quel est le sujet? Quel est le sujet qui est étudié? Quelle est la problématique qui est étudiée? À quelle question cherche à répondre le texte? 2, pourquoi? Autrement dit, quelle est la motivation pour laquelle cette étude est faite? Pourquoi écrire ce texte? Pourquoi s'intéresse-t-on à cette question? Pourquoi traiter ce sujet? La 3e question, c'est comment? En effet, une partie de l'introduction expose brièvement comment l'étude va se dérouler. Le temps utilisé dans le cadre de la rédaction de l'introduction est le passé. Et l'introduction se termine par l'objectif de l'étude. C'est la dernière partie dans laquelle le plus souvent on dit que c'est dans ce contexte que nous avons décidé de calculer la prévalence de l'infection au VIH, d'évaluer l'efficacité des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, d'analyser les facteurs de risque du cancer de poumon, d'analyser les facteurs de risque de ceci ou de cela. L'introduction a une structure en entonnoir. Elle va le plus souvent du général au spécifique. Et on peut utiliser plusieurs aspects pour étudier une question. Ça peut être par exemple la gravité, ça peut être la fréquence, ça peut être son impact, ça peut être son coût, ça peut être son aspect mystérieux. Donc ce sont des éléments justificatifs de l'importance d'un problème. Mais aussi, dans une introduction, on peut se demander deux fois quelle est la facette du problème qui fait l'objet de l'étude. Ça peut être la cause, ça peut être une mise en place, ça peut être un traitement, ça peut être une évaluation. Et deux fois, ce sont des lacunes de connaissances qu'il faut forcément compléter. Car, comme vous le savez, la science évolue par bond qualitatif. Et on finit par la question scientifique, car comme je le disais, l'introduction a une structure en entonnoir. Elle va du général au spécifique. Après l'introduction, c'est la méthodologie. La méthodologie, ce sont des informations précises, rigoureuses, reproductibles et sans commentaire.
La méthodologie doit permettre à quelqu'un de reproduire la même étude ailleurs. Et la méthodologie, elle comprend les 9 parties de la méthodologie que nous avons évoquées dans la rédaction de l'article. C'est pour cela que lorsque vous avez rédigé votre projet, vous avez fait environ 75% de votre travail. Donc, les différentes parties de la méthodologie sont 1. La typologie de l'étude. 2. Le lieu et la date de l'étude. 3. Quelle est la population d'étude avec les critères d'inclusion et les critères de non-inclusion. Ensuite, 4. Quelle est la technique d'échantillonnage. Puis, quelle est la taille d'échantillonnage. Quelle est la méthode de laboratoire. Quelles sont les méthodes d'analyse statistique. Quel est l'avis du comité d'éthique. Exceptionnellement, dans des enquêtes, vous pouvez voir l'outil ou bien la mise en œuvre avant de commencer le travail pour évaluer l'outil. Dans le chapitre matériel et méthode, il ne faut pas porter le nom de votre institution. Il ne faudrait pas porter aussi votre nom. Le temps utilisé et le passé. Les médicaments, on ne met pas les noms commerciaux. On met les noms des principes actifs. Par exemple, je ne dirais pas Coartem, je dirais artemether-lumefantrine. Je ne dirais pas Ivomec, je dirais ivermectine plus chlorsulon. Je ne dirais pas Augmentin, je dirais pénicilline plus acide clavulanique. Pour ce qui est des unités, il faut utiliser les unités internationales. Le mètre, le kilogramme, le litre, minute, seconde, et ainsi de suite. Le point suivant, c'est les résultats. Il faudrait que lorsque vous écrivez vos résultats, ne portez que les résultats les plus importants et les résultats qui sont utiles. En effet, un article, ce n'est pas un photo. Un article, c'est un message qui est innovant, qui est important et qui est vrai. Lorsque votre article a ces 3 caractéristiques, vous avez toutes les chances de publier votre article. Donc, faites tout pour que vous cherchiez une information qui est innovante, qui est importante et qui est vraie. Lorsque vous rédigez votre chapitre résultat, il faudrait suivre l'ordre chronologique des objectifs spécifiques. Vous allez commencer par décrire d'abord la population et ensuite vous allez répondre au premier objectif spécifique, au deuxième, au troisième, et lorsqu'il y a des analyses croisées, vous pouvez les faire en 4e position. Dans les résultats, il faut garder un temps neutre et il faut éviter les émotions. Dans les résultats, vous ne portez que les résultats. Le plus souvent, quand on est jeune, on commet les erreurs de dire que ceci est plus grand, ceci est plus petit. Ça, c'est votre point de vue. Donnez les résultats tout simplement. Vous aurez toute la latitude de dire ce qui est plus grand, ce qui est plus petit dans la discussion. Dans les résultats, on donne les stricts résultats sans pour autant les commenter. Il faut dire que dans les résultats, il y a les tableaux et les figures qui ont la particularité de présenter beaucoup d'informations en quelques pages. Donc, il est très important d'utiliser des tableaux et des figures pour présenter vos résultats. Il faut dire que les tableaux, ils sont numérotés avec un chiffre romain et le titre, il se trouve au-dessus du tableau. Pour ce qui est des figures, les figures portent un chiffre arabe et les figures ont un titre qui est en bas de la figure. Quelques précisions toujours dans les résultats. 1. Quand vous donnez les moyennes, il faut toujours donner les moyennes avec un écart type et leur intervalle de fluctuation. Lorsque vous donnez une fréquence, il faudrait donner toujours le numérateur et le dénominateur. Lorsque vous donnez un ordre ratio ou un risque relatif, il faut toujours l'accompagner par son intervalle de confiance à 90%, à 95%, autant pour moi. Lorsque vous faites un test, quel qu'il soit, un test de Q2, un test de student, un test de Fisher, il faut indiquer correctement les p-values sans les modifier. Il ne faut pas tomber dans le piège de la facilité. Ça peut vous coûter toute votre carrière. À présent, parlons de la discussion. La discussion, c'est l'analyse complète de votre travail. Dans la discussion, il faudrait interpréter les résultats, il faut critiquer les résultats, il faut les situer par rapport aux résultats qui sont connus et enfin, il faut dégager les orientations. D'où la nécessité de lire beaucoup pour faire le chapitre discussion.
La discussion comprend 4 parties. La première partie, il faut rappeler la typologie et le but de l'étude. La deuxième, il faut critiquer votre travail afin de le valider. À ce niveau, on utilise le plus souvent la méthodologie, surtout lorsque vous utilisez une technique gold standard, par exemple la microscopie, ou lorsque vous utilisez une méthode très sensible et très spécifique comme la PCR, ou bien lorsque vous utilisez un protocole OMS. Ce sont des outils qui permettent de valider votre travail et de montrer que c'est du béton. La troisième partie, c'est là où vous allez comparer ce que vous avez trouvé par rapport à ce qui existe déjà. Et enfin, la quatrième partie, vous allez faire une ouverture après avoir montré les limites de l'étude. Il faut dire que dans le chapitre discussion, le temps qui est utilisé, c'est le présent pour vos données et c'est le passé pour les références des auteurs que vous citez. Et enfin, la conclusion, elle est fondée sur les résultats. Elle doit répondre point par point aux questions qui ont été posées. OK? Et il faut éviter les spéculations et rester très humble, car le plus souvent, lorsqu'on est jeune, on pense que lorsqu'on arrive à une conclusion, eh bien, c'est la fin de la recherche, on a tout trouvé. Ce n'est qu'après qu'on se rend compte que la science est un océan sans fond ni rivage et qu'on n'a qu'une infime connaissance dans l'immense connaissance du créateur. La dernière partie, c'est le colophone. Dans le colophone, on doit mettre la liste des auteurs, nom, prénom et contribution. Il faut mettre les remerciements. Si éventuellement il y a un directeur général ou un directeur scientifique qui a fait une lecture critique, il faut dire s'il y a des conflits d'intérêts, car lorsqu'il y a une découverte très importante, les gens vont se tirer pour dire qui prend 10%, qui prend 50%. S'il n'y en a pas, vous dites que les auteurs déclarent qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il faudrait aussi dire le financement, qui est l'institution qui a financé, afin de voir s'il n'y a pas de conflit d'intérêt. La dernière partie, c'est la bibliographie. Ce sont les références les plus pertinentes. Il ne s'agit pas d'une bibliographie exhaustive, mais ce sont les plus pertinentes et les plus récentes. Et il faudrait à ce niveau forcément utiliser un logiciel comme le logiciel Zotero ou le logiciel EndNote pour insérer les références bibliographiques. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre du module comment rédiger un article scientifique. Et on se donne rendez-vous prochainement sur le module comment publier un article. Sur ce, je vous remercie.